Donc, nous allons passer à la session imagerie maintenant. Et je vais donc demander aux différents orateurs de l'équipe d'imagerie du CIC de bien vouloir venir. On va commencer par qui on va commencer? Isé, tiens. Isé est volontaire pour commencer. Donc, nous allons présenter les travaux des jeunes chercheurs. Je voulais au départ présenter les travaux des jeunes chercheurs de l'équipe. Alors, il se trouve qu'il y a moi et Michael Atlan qui allons également parler. Donc, on n'est plus vraiment des jeunes chercheurs. Mais moi, je remplace une jeune chercheuse qui est enceinte et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. C'est Sophie Bonin. Voilà. Donc, voilà. Donc les 4 chercheurs représentent des aspects différents des travaux qui sont faits. Isé Borella sur la DMLA. Michael Atlan, dont l'image s'affiche là, mais ce n'est pas exactement lui, sur le Doppler. Elena Goffas sur l'imagerie de l'inflammation du nerf optique, et moi je parlerai un peu de l'étude TALA-DME pour laquelle on a déjà fait allusion ce matin. Voilà, à toi Isé. Je vais parler. Bon, du coup, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je travaille dans l'équipe de Michel Pack depuis 1 an. Je suis en thèse de sciences depuis 1 an. C'est un petit peu particulier, donc pourquoi je suis là dans une session de recherche clinique. Je suis médecin à la base, je suis ophtalmologiste et du coup, le travail qu'on fait dans l'équipe, c'est un travail qui est translationnel. Donc, je vais d'abord partir de ce qu'on voit en clinique, de ce qu'on observe en clinique, pour aller un petit peu plus loin sur la mécanique cellulaire en passant au laboratoire. Du coup, le projet que je vais vous présenter, c'est sur la DMLA. La DMLA, c'est une pathologie qui affecte le centre de la vision. Vous en avez probablement déjà entendu parler. DMLA, c'est pour dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc c'est une maladie qui touche plutôt les sujets âgés et qui évolue au cours du temps. Donc c'est cette lésion que vous voyez ici sur la photo en couleur. Et c'est une lésion qui va évoluer et qui du coup va faire perdre la vision au cours de l'évolution. Donc ça, vous le voyez sur les photos qui sont juste à côté, en noir et blanc. Donc c'est une lésion sur 3 ans, ça évolue plutôt lentement, mais ça mène à la cécité. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Donc là, vous avez plutôt différentes possibilités d'imagerie pour les patients. On utilise ce qu'on appelle l'infrarouge, on utilise également l'OCT, que vous devez connaître. Et donc on voit très bien cette... Il n'y a pas de pointeur en fait. On voit très bien cette lésion qui s'agrandit, non seulement sur les photos en infrarouge qui sont en noir et blanc, et sur l'OCT qui est un scanner en coupe de la rétine. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en imagerie et en recherche clinique? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, au cours de la DMLA, on a non seulement les bords de l'atrophie et de la lésion qui augmentent, mais on a également tout un tas de redistributions pigmentaires. Les redistributions pigmentaires, c'est les points blancs que vous voyez sur l'OCT, ici. Ceux-là. Et en fait, on voit qu'ils bougent au cours du temps. Et en fait, on a plusieurs types de pigments. On a d'un côté ceux qui bougent et d'un autre côté ceux qui restent fixes. Là, ce qu'on appelle HRF, Hyperreflective Foci. Peu importe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la DMLA, on sait très bien qu'il y a des redistributions pigmentaires et qu'en plus, ces redistributions pigmentaires sont un facteur de risque d'aggravation de la DMLA. Donc du coup, nous, on va s'intéresser un petit peu plus profondément à ces redistributions pigmentaires. Et en fait, on sait que ces redistributions pigmentaires, elles sont contenues dans des cellules. Donc en fait, ce qu'on voit ici en imagerie de la rétine, c'est des cellules qui bougent au sein même de la rétine. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir les suivre au cours du temps. Donc en fait, ce genre d'image, là, c'est un time-lapse. Un time-lapse, c'est quoi? C'est une imagerie qu'on fait au cours du temps. Donc le patient est revenu plusieurs fois dans le service. Et en fait, en alignant ces gamins, on peut voir un petit peu comment ça se passe. Donc ça fait presque une imagerie dynamique. Et on voit quasiment l'évolution sur un temps. Donc là, c'est une imagerie qui a 3 ans. Donc on voit l'évolution sur 3 ans. Et donc, quelle va être l'idée de ce projet? Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait passer de l'imagerie clinique à la science fondamentale, en fait, en laboratoire. Donc, ça se passe à l'Institut de la vision. On va regarder au plus précis de ces cellules et de voir comment elles se comportent. Et ça, c'est ce qu'on obtient en image d'histologie. Donc, c'est des coupes du tissu. Donc, c'est des yeux de donneurs. Et on fait des coupes de tissu pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau cellulaire et moléculaire. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet? On a fait ce projet parce que déjà, en fait, il n'y a pas de traitement pour la DMLA. La DMLA sèche, donc la DMLA, on a des lésions atrophiques comme celle-ci, on n'a pas de traitement. Et d'un autre côté, en fait,
les mécanismes qui font qu'il y a une lésion qui intervient, qu'il y a une lésion qui grandit, en fait, on ne les connaît pas. Donc les mécanismes dynamiques, donc vous voyez que c'est quelque chose de dynamique qui grandit, on ne sait pas pourquoi ça grandit. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, on va commencer d'abord par de la clinique chez les patients, donc un vrai programme de recherche clinique avec de l'imagerie multimodale haute résolution. Et ensuite, on va aller essayer de voir ce qui se passe au niveau cellulaire et moléculaire et identifier tout un tas d'acteurs moléculaires pour comprendre un petit peu pourquoi ces lésions évoluent. Donc ça, c'est possible grâce à l'imagerie clinique qu'on a au 15-20. On a tout un tas d'appareils et tout un tas d'imagerie très haute résolution qui nous permettent d'imager au niveau cellulaire. Et ça nous donne ça. Donc ça, c'est la lésion que vous avez vue tout à l'heure sur la première diapositive. Et c'est ce qu'on appelle en optique adaptative. L'optique adaptative, c'est un procédé d'imagerie qui permet d'une résolution à la résolution cellulaire, en fait. Et les petits points que vous voyez bouger sur ici, donc ça c'est pareil, c'est un time-lapse, donc une évolution de la lésion au cours du temps avec la bordure. À gauche, c'est la zone qui est atrophique, donc qui est malade, et à droite, c'est la zone qui est saine. Et en fait, on voit qu'il y a tout un tas de petits points qui bougent. Donc en fait, il y a une dynamique très importante sur cette DMLA, sur cette évolution, et c'est ça qu'on va chercher à comprendre, qu'on va comprendre plus profondément en histologie, et donc en étude de la rétine au laboratoire. Donc, bon, je vais vous passer. On a pas mal de nouvelles méthodes d'imagerie du pigment, donc de ces cellules-là. Ici, on a ce qu'on appelle un scleral slab, et en fait, grâce à ce laboratoire d'imagerie, en fait, on peut même imaginer presque inventer et tester d'autres méthodes d'imagerie du pigment, et ça, c'est vraiment grâce à tous les appareils qu'on a. Donc ici, à nouveau, vous avez une évolution au cours du temps de cette DMLA. Tous les points noirs qui apparaissent, c'est du pigment, et tous les points blancs, c'est probablement des altérations dans la rétine des patients. Donc voilà, donc ce à quoi on arrive, c'est on a une imagerie qui est complètement multimodale, donc avec une exploration, donc ici c'est du pigment, de plein de manières différentes. Et avec ça, en fait, on va pouvoir caractériser le plus précisément possible ce pigment chez des patients et de façon dynamique, parce qu'on va pouvoir les suivre au cours du temps. En général, c'est des patients qui reviennent tous les 2 à 3 mois et qu'on peut suivre vraiment sur la durée. Alors, du coup, moi, je vais plutôt vous parler un petit peu plus profondément, un petit peu plus en profondeur de l'histologie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu en recherche clinique. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire, on utilise des yeux de donneurs qui nous viennent des États-Unis, des yeux qui ont une DMLA, en fait, des patients qui avaient une DMLA et qui ont donné leur corps à la science. Ça ressemble à ça sur les photos. Donc, c'est vraiment des petits bouts. Et en fait, ce que vous voyez ici, cette petite lésion, ça, c'est la partie malade, en fait. Donc, c'est celle-ci qui va vraiment nous intéresser. Ça, c'est de l'humain. Et c'est la partie qu'on va essayer de voir le plus précisément possible pour voir ce qui se passe un petit peu. Et du coup, donc, on va utiliser les mêmes appareils que ceux qu'on utilise chez les patients pour avoir des résultats d'imagerie qui ressemblent à ceux qu'on a chez les patients. Et dans ce cas-là, on pourra faire une corrélation entre les patients, entre la clinique qu'on a chez les patients et entre l'histologie et l'étude in vitro qu'on a sur les yeux de donneurs humains. Alors, déjà, à quoi ça ressemble? Donc ici, en fait, donc ce que je ne vous ai pas dit dans la DMLA, c'est que c'est cette couche-là qu'on étudie. Cette couche-là, c'est l'épithélium pigmentaire. C'est l'épithélium pigmentaire qui est altéré dans la DMLA. Donc on étudie uniquement cette couche-là. Et en fait, là, vous avez un patient de 36 ans au-dessus, et en dessous, un patient de 94 ans. Donc vous voyez déjà à peu près, donc c'est un tapis cellulaire, c'est des couches qui sont, c'est des cellules qui sont hexagonales. Donc vous voyez que chez le patient de 36 ans, bah, le tapis est globalement homogène. Il est plutôt, même très bien. Sur le patient de 94 ans, c'est pas mal. Ça reste quelque chose d'acceptable. Les cellules sont un petit peu plus déformées, mais ça va. Ce qui est intéressant en histologie, c'est qu'on peut aussi comparer par rapport à la clinique, parce qu'on peut voir le pigment en histologie. Et le pigment, ça s'appelle on le voit en contraste de phase, peu importe, en microscopie. Et en fait, on voit que pareil, chez le patient de 36 ans, c'est parfaitement homogène, donc on a une redistribution du pigment qui est tout à fait normale, alors que chez le patient de 94 ans, qui n'est pas malade, qui est quelqu'un de tout à fait sain, on a déjà une altération de la redistribution du pigment. Et du coup, si on s'intéresse à des patients qui ont une DMLA, est-ce que vous reconnaissez ici, c'est la même image que tout à l'heure. Donc là, c'est sur un œil de donneur, et vous voyez, la lésion, elle est là. Donc c'est celle qu'on va aller voir un petit peu plus loin. On obtient à peu près les mêmes résultats
que chez des patients en clinique classique. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si ça passe très bien. On peut aller un petit peu plus loin et c'est ce qu'on obtient comme image en histologie. Et en histologie, vous voyez que tout le tapis cellulaire en fait, est altéré. Il est finalement pas si mal que ça sur les côtés, mais en fait en bordure de lésion, tout le tapis cellulaire est altéré avec des cellules qui sont beaucoup plus grosses et qui sont déformées. En vert, c'est l'inflammation. Ce sont des cellules inflammatoires. Donc il y a une petite inflammation au bord de l'atrophie. Et enfin, sur le côté, vous avez également les redistributions pigmentaires qu'on peut lier à ce qu'on obtient en pratique clinique, comme tout à l'heure. Donc ça, en fait, on va l'étudier plus précisément pour pouvoir avoir un petit peu une idée des mécanismes moléculaires qu'on a chez les patients. Et dans la DMLA et dans la constitution non seulement de l'atrophie, et ensuite de l'extension de l'atrophie. Donc ça, on l'a fait chez pas mal de patients. Donc à nouveau, vous avez un autre cas ici, et vous voyez à gauche, c'est la rétine qui est normale, de ce côté-là, et sur la droite de l'écran, c'est la couche cellulaire qui est altérée. Donc en fait, on est au niveau de la zone vraiment de la DMLA, et en fait, on voit qu'il y a une désorganisation complète du tissu à ce niveau-là, et c'est ça qui va être intéressant. On voit bien que les dynamiques cellulaires sont complètement perturbées. Mais les cellules gardent quand même un lien entre elles. Et pareil, donc, on a fait pas mal de patients, donc je ne vais pas tous vous les commenter, mais à nouveau, vous avez le tapis cellulaire qui est normal en vert, l'atrophie qui est ici en fait de ce côté, où on voit bien qu'il n'y a plus du tout de cellules. À nouveau, donc du coup, en fait, assez loin de la bordure, finalement, les cellules sont normales. Et il se passe vraiment quelque chose au niveau de la bordure, mais finalement, les dynamiques, elles ne sont pas tellement perturbées que ça. Si on fait la comparaison avec le pigment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on remarque en revanche qu'il y a des zones de fragilité dedans. Et c'est pareil, ça va nous intéresser parce que c'est exactement ce qu'on voit chez les patients. Voilà, je vais finir sur cette image-là, qui nous montre en fait, qui sont presque une image. Ici, donc, vous avez la redistribution pigmentaire sur cette même image. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait coller avec ce que je vous ai montré tout à l'heure en pratique clinique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces cellules-là, qu'on voit probablement bouger ici sur l'image clinique, en fait, ces cellules-là, on va pouvoir aller les caractériser beaucoup plus précisément sur l'histologie et donc au laboratoire. Voilà. Du coup, ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est que c'est vraiment translationnel et qu'on travaille vraiment à deux mains entre la clinique et la recherche en laboratoire. Et du coup, l'histologie en 3 dimensions, donc ici, elle permet vraiment de comprendre un petit peu plus précisément ce qui se passe au niveau de la lésion et au niveau de la bordure, et comprendre un petit peu les interactions cellulaires au niveau de la DMLA. Ça peut permettre d'étudier pas mal de marqueurs, de biomarqueurs chez les patients, de savoir un petit peu ce qui se passe chez les patients. Et voilà, ces études sont de toute façon à continuer. Il y en a encore pour plusieurs années avant de comprendre ce qui se passe vraiment en DMLA. Merci Isée. Je vais passer la parole à Elena. Pour la suite des questions, on les posera à la fin de la session, comme pour les autres sessions scientifiques. Voilà. Nico, bonjour, je suis Elena Gofas, je suis postdoctorante à l'Institut de la Vision et bientôt chargée de recherche. Je développe des systèmes d'imagerie à haute résolution et en particulier, je m'intéresse, justement c'est bien, je m'intéresse à développer le système d'imagerie par contraste de phase que Isée a mentionné en microscopie ex vivo, mais que du coup, nous, avec Kate Grieve et Michel Pack, on développe in vivo chez les patients. Et en particulier, nous travaillons pour faire de l'imagerie des cellules inflammatoires chez des patients qui souffrent de la sclérose en plaques. C'est comme ça. Du coup, je ne vais pas passer du temps sur la sclérose en plaques parce que Dr Bignal a bien décrit tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une maladie auto-immune inflammatoire. Et en fait, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le fait qu'il y a beaucoup de processus pathologiques qui se passent dans ces maladies qui ne sont pas accessibles
par les examens de routine clinique qui existent à l'heure actuelle. Et en particulier, on n'arrive pas à voir l'activation microgliale ou comment se détériorent les axones. Et donc, toute cette réaction du système immunitaire. Et en fait, il y a un vrai besoin de biomarqueurs de l'inflammation. Et en fait, on veut voir si notre système d'imagerie qu'on a développé peut venir combler ce vide. Donc, bon, comme vous savez, la rétine, c'est une extension du cerveau. Et en fait, l'avantage de nos systèmes d'imagerie, c'est qu'ils sont non invasifs. Et donc, en fait, pour la première fois, disons, on pourrait essayer de voir les mécanismes de neurodégénérescence donc, optiquement, à travers la fenêtre qui est l'œil. Et en particulier, l'objectif de notre projet, chez les patients avec sclérose en plaques, est deux. Le premier, c'est le fait que beaucoup de patients avec sclérose en plaques souffrent de névrite optique. Donc en fait, on a observé des cellules inflammatoires et on veut savoir si ces cellules sont présentes juste dans des inflammations locales ou si ces réponses immunitaires sont en général chez des patients avec la sclérose en plaques. Et puis on veut aussi déterminer si cette réponse immunitaire, donc si cette inflammation, elle est responsable de la détérioration ou au contraire, elle aide à la régénérescence. Donc, on utilise pour ça le système de ophtalmoscopie à balayage corrigé par optique adaptative ou AOSLO. Donc, je vais juste dire deux mots pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'optique adaptative. L'idée, je pense qu'il n'y a pas de pointeur, mais l'idée c'est que les optiques de l'œil floutent l'image et en fait, dans un système corrigé par optique adaptative, il y a un analyseur qui va venir justement mesurer ces aberrations induites à la lumière et après, on va envoyer un signal à un miroir déformable qui va prendre une forme opposée à cette aberration et du coup, va corriger le flou. Donc, vous voyez, une image clinique passe à une résolution cellulaire grâce à cette technologie. Et donc, avec notre système de AOSLO, on a aussi un autre outil qui est aussi en microscopie, qui est le trou confocal. Donc, on a un microscope in vivo confocal, et ce microscope, ce qu'il va faire, c'est qu'il va filtrer la lumière d'autres couches que celles qu'on image, et ça nous permet d'imager des cellules qui sont très réfléchissantes, donc qui renvoient beaucoup de lumière, comme par exemple les fibres nerveuses ou les photorécepteurs, et même l'épithélium pigmentaire dont parlait Isée tout à l'heure, ou les petits capillaires. Par contre, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le AOSLO confocal, c'est d'imager le reste des cellules qui sont transparentes, et c'est ça tout notre objectif ces derniers temps et un peu dans le futur, c'est de réussir à imager ces cellules transparentes, qui en fait, étant transparentes, ne renvoient aucune lumière. Et donc pour cela, on va utiliser l'imagerie de phase. Donc je vais juste expliquer en grands termes. L'idée, c'est qu'au lieu d'utiliser le petit trou confocal au centre, on va prendre des détecteurs qui sont décalés. Et en fait, au lieu de détecter la lumière qui revient, on va détecter une lumière qui est multidiffusée dans la rétine et qui va traverser ces cellules transparentes. Et en fait, lorsque cette lumière traverse ces cellules transparentes, elle va être déviée en fonction des indices de réfraction du tissu. Et donc, ces cellules, même si elles sont transparentes, les indices dépendent que de la matière, la composition de ces cellules. Et donc, elle va être différente selon le type de cellule. Et donc, ça donne qu'on a des différences d'intensité dans le détecteur. Et donc, on arrive à révéler ces cellules qu'on ne pouvait pas voir tout à l'heure. Et donc, avec ce nouvel instrument, on a collaboré donc avec le docteur Vignal ici au 15-20, mais aussi avec nos collègues à la Pitié, pour introduire ce système dans des protocoles cliniques. Donc, OnStim, dont on a parlé tout à l'heure, et Retimus, qui est un autre protocole d'observation de sclérose en plaques. Donc, juste pour vous montrer qu'on commence à avoir pas mal de patients, on a des patients qui ont donné des névrites optiques et d'autres non, et qu'on a différentes formes de sclérose en plaques. Donc,
pour comparer un petit peu, donc en haut, on a l'imagerie confocale, donc on voit les structures réfléchissantes. Et donc là, on voit que les fibres nerveuses sont affectées déjà dans des patients sclérose en plaques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ces images de contraste de phase, on voit que dans un sujet contrôle sain, c'est assez, on voit la structure du fond des cellules ganglionnaires, mais on ne voit pas du tout ces cellules. Donc on a détecté pour la première fois ces cellules inflammatoires, que, comme on dit Dr Vignal, ont des inhomogénéités, donc des petits points à l'intérieur. Et je veux juste mentionner à un niveau technique, en fait, le contraste de ces images de phase donne ces aspects un peu 3D. Donc les cellules, des fois, on les voit un peu convexes, mais des fois, on les voit un peu concaves, comme vous voyez. Je vais montrer cela parce que tout à l'heure, donc slide suivant, je caractérise ces cellules et des fois, je les vois de façon convexe, des fois concave. Mais voilà, donc on a vu ces cellules dans beaucoup de patients. Et donc maintenant, on voulait les caractériser. Donc la première chose, bien sûr, c'est la taille. On voit que ces cellules ont des tailles qui varient beaucoup, depuis 5 microns jusqu'à 23 microns. Ces hétérogénéités, des fois, on ne voit qu'une, mais des fois, on a plusieurs à l'intérieur, qu'elles prennent différentes positions dans cette cellule. On observe aussi des interactions entre ces cellules. Des anomalies vasculaires, en hypothèse, c'est peut-être les cellules qui rentrent ou sortent de cette couche, mais aussi beaucoup d'interactions avec les vaisseaux. Donc, comportement assez caractéristique de cellules inflammatoires. On a aussi, ce qui est intéressant, c'est dans ces patients, même si nos protocoles se concentrent souvent sur les régions 4 degrés nasales ou temporelles, on les voit en fait un peu partout quand on les voit. Et de façon intéressante aussi, elles sont assez localisées en profondeur. Lorsqu'on fait on descend en profondeur depuis les fibres nerveuses, on voit qu'elles disparaissent, elles floutent assez rapidement avant que les vaisseaux disparaissent. Et même quand on colocalise avec une technologie d'OCT corrigée par optique adaptative, on voit que lorsque l'OCT passe à travers la cellule, des points apparaissent et disparaissent au niveau de la couche des cellules ganglionnaires. Donc, elles ont l'air d'être localisées dans cette couche-là. Finalement, comme ISE, on s'intéresse à la dynamique de tout cela. Donc, on fait aussi des timelapses à différentes échelles, des échelles dans la même séance d'imagerie où on a l'impression même de voir bouger le petit point à l'intérieur. Des séances où, ici, on arrive à voir la cellule se déplacer au cours de quelques heures, mais aussi au cours de semaines, voire de mois, où on peut voir la variation de cette densité cellulaire. Et donc du coup, justement, je vais finir le talk par parler un peu des premiers résultats préliminaires, un peu de quantifier ces observations. Nous avons sélectionné 7 patients qui avaient au moins 3 visites pour pouvoir voir dans le temps. Et donc on a pris des patients qui avaient des névrites optiques et on a calculé un peu les densités de cellules dans ces patients. Et on voit qu'il y a une grande décroissance donc après l'épisode de névrite optique. On a aussi noté que la taille des cellules était plus grande juste après la névrite. Mais on a aussi remarqué quelque chose de très intéressant et prometteur, c'est que chez un des patients, on a vu une augmentation de la densité alors que dans les examens routines, on n'avait rien observé de particulier. Par contre, quelques semaines après, dans cet œil, il y a eu un diagnostic d'une nouvelle névrite. Donc ça veut dire qu'on a réussi à voir au niveau cellulaire quelque chose se passer dans l'inflammation avant que les examens de routine détectent quoi que ce soit. Nous avons aussi regardé un peu à l'œil à côté, donc l'œil qui n'était pas affecté par la névrite optique, et on s'attendait à ne pas avoir forcément de cellules parce qu'il n'y avait pas d'inflammation locale, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour certains patients, on voyait que l'œil non affecté n'avait pas de cellules, comme celui d'en bas. Mais par contre, pour certains patients, on observait des cellules dans les 2 yeux alors qu'il y avait la névrite que d'un seul côté. Ce qui nous fait nous demander s'il y a des processus d'inflammation en général dans la sclérose en plaques en fonction de la progression de celle-ci. Donc tout cela est assez prometteur
pour prendre ces cellules comme biomarqueurs et pour essayer de comprendre un peu comment marche l'inflammation dans la sclérose en plaques. Donc ici, un dernier graphe pour montrer juste que, un peu les différences entre juste après la névrite optique, on voit que la densité cellulaire est la plus grande. Quelques semaines après, la densité diminue assez, mais quand même, pour nombreux patients, elle reste. Et très intéressant, c'est le dernier point où, pour des patients ou des yeux qui n'ont jamais eu de névrite, on arrive à détecter quand même certaines fois des cellules inflammatoires. Et je veux remercier Michel et Kate et tous nos collaborateurs, Dr Vignal et nos collaborateurs à la Pitié. Et merci pour votre attention. Merci Elena. Merci. Donc Elena, je ne sais pas si tu t'étais présentée, mais elle vient d'être recrutée comme chargée de recherche à l'INSERM. Donc elle vient de recevoir cette année le prix L'Oréal de la jeune chercheuse. Alors, je ne sais pas si c'est le titre exact, mais en tout cas, voilà. Cela démontre son très haut potentiel. C'est partie de ces profils de chercheurs très intéressés par la clinique et elle a réussi merveilleusement à faire des applications cliniques elle-même des systèmes qu'elle a développés. C'est le tour maintenant de Michael Atlan, qui n'est plus jeune chercheur, mais en tout cas qui est jeune père. Alors on va dire que ça aussi, c'est méritoire. Il va nous parler donc de son... Bah, vous savez de quoi il va parler, je pense que maintenant tout le monde le connaît. Ah bah, alors c'est bien, du coup, j'ai même pas besoin de me présenter. Mais je vais le faire quand même. Je m'appelle Michael Atlan, je travaille à l'Institut Langevin, je suis chercheur au CNRS. Et j'allais parler d'imagerie Doppler holographique, optique, laser. Mais finalement, je vais essayer de vous convaincre ici que... Je vais juste interrompre une petite seconde pour vous parler de la qualité de la projection. Malheureusement, elle est largement en dessous de ce qu'on s'attend et on est désolé, on a un problème de réglage du projecteur. Donc, désolé si vous avez du mal à interpréter les images. Voilà, je vais essayer d'aller vite parce qu'on est déjà en retard. Alors, je cherche juste... Très bien, alors on y va. Je vais essayer de vous convaincre que cette imagerie Doppler holographique, c'est que le début et qu'on va réussir dans un futur proche à faire des imageries holographiques de l'œil, du segment antérieur jusqu'au fond d'œil. Alors voilà, pour le setup, il est au 4e étage du CHNO, au CIC. C'est un setup qui est très très robuste et qui est très très simple en réalité. Donc il y a un laser proche infrarouge qui éclaire dans des conditions très très confortables l'œil du patient, qui n'a besoin de rester présent que le temps de quelques cycles cardiaques, donc typiquement quelques secondes. Et la lumière qui revient de l'œil vient frapper deux caméras que vous voyez représentées en haut. Une qui est typiquement lente, qui va nous servir à faire des images en temps réel, et une autre qui est très très rapide. C'est en réalité la caméra la plus rapide au monde. Et ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre les figures d'interférence que vous avez vues, et à partir de là, on fait des calculs pour construire nos images. C'est vraiment des calculs de propagation d'ondes que je vais présenter très brièvement ici. Donc on passe des images enregistrées à gauche aux images du milieu par une propagation d'ondes, un peu comme quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait une onde. À partir de l'onde, on peut remonter à la position du caillou. C'est le même type de calcul qu'on va réaliser ici pour faire ce qu'on appelle une propagation optique. Et à partir de ces images qui sont d'une qualité relativement médiocre, on va construire une image Doppler en analysant les fluctuations temporelles locales. Donc là, avec des calculs encore déterministes, connus et répétitifs. Et donc on a une image Doppler avec une très bonne résolution temporelle. Alors, c'est la même figure d'interférence qui est enregistrée par les deux caméras sur deux voies séparées. Et si on utilise une caméra lente, on va avoir une image qui est représentée ici à droite qui va nous servir de témoin pour se positionner à l'intérieur de l'œil du patient et choisir la zone sur laquelle on va enregistrer avec la caméra très très rapide. Et donc la même figure d'interférence enregistrée avec une caméra à 60 kHz va nous permettre de faire des angiographies virtuelles sans colorant. Donc ces fameuses images Doppler qui nous permettent de mesurer le flux sanguin au niveau des vaisseaux rétiniens, mais aussi plus en profondeur dans la choroïde, donc sans aucun agent de contraste. Donc ces très belles images intéressent particulièrement les médecins, qui pour la première fois ont la capacité de voir le flux sanguin
dans le fond d'œil des patients. Et quand je dis les patients, on a pu réussir à passer des centaines de patients, 500 à ma connaissance. Et donc voilà, ça fonctionne très très bien. C'est du niveau de qualité et de reproductibilité d'un SLO typiquement. Donc on a vraiment la chance d'avoir un instrument qui est très très robuste et très pratique à l'utilisation et confortable pour le patient. L'instrument lui-même est dupliqué à plusieurs endroits, incluant l'université de Pittsburgh. Et il nous permet donc de voir dans les artères ces très belles ondes de pouls avec la systole marquée, suivie même d'un rebondi crotte, et on va jusqu'à la diastole. Et donc on voit ça dans tout l'arbre vasculaire rétinien et même choroïdien. Alors à partir de ces images, on peut construire à partir d'une mesure basse fréquence et d'une mesure haute fréquence une image couleur composite qui va témoigner du profil endoluminal de vitesse à l'intérieur des veines et artères rétiniennes et choroïdiennes. Et ça, c'est une spécificité de l'holographie. On va même être en mesure de mesurer les décalages Doppler positifs et négatifs et faire une carte du flux sanguin dans les vaisseaux centraux perpendiculaires au plan de la rétine, donc l'artère centrale et la veine centrale. Et donc on peut construire tout un tas d'indicateurs, comme typiquement, ça va être très important, c'est la profondeur de modulation du signal d'onde de pouls artérielle. Et donc plus ça va être important, plus le sang, ça va témoigner de la difficulté qu'a le sang à passer dans l'arbre vasculaire. Et ça, c'est un potentiel biomarqueur d'intérêt. J'espère que vous vous y retrouvez quand même avec la qualité d'image. Mais l'idée, c'est qu'ici, on a l'arbre artériel rétinien qui est coloré en rouge, et segmenté de manière automatique. Et on va faire une mesure justement de cette profondeur de modulation qu'on appelle l'index de résistivité hémodynamique. Ce qui veut dire que plus il est haut, plus le sang a du mal à passer dans l'arbre vasculaire. Et ça peut être un biomarqueur de pathologie. Voilà, c'est la résistivité artérielle. Comme l'a démontré le docteur Tristan Aubert dans sa thèse d'exercice, statistiquement, cette résistivité augmente chez une cohorte de patients glaucome à basse pression, par rapport à une cohorte de référence de contrôle. L'imagerie holographique donc, ne s'arrête pas au Doppler du fond d'œil. On est en capacité, à partir des mêmes données, de faire des calculs au niveau du segment antérieur et d'accéder à la transparence de ce segment antérieur. C'est très préliminaire, mais c'est aussi très très prometteur. Ici, des individus sains à gauche, et à droite, vous voyez déjà les cavaliers et des défauts de transparence de patients qui commencent à avoir des cataractes. Je vais m'attarder encore sur une dernière chose d'importance ici, qui est la capacité de ce système d'imagerie de faire une mesure réfractive, c'est-à-dire les aberrations de l'œil, comme en parlait un petit peu Elena. Donc on a un instrument qui est en capacité de faire une mesure réfractive, mais son intérêt, c'est qu'on va aller au-delà des instruments typiques et on va pouvoir faire cette mesure en périphérie du champ de vision, jusqu'à des angles très très grands, et ce qui va avoir probablement un intérêt dans les études, notamment d'évolution de la myopie, où on voit l'œil qui se déforme au cours du temps avec la myopie. Voilà, donc tout ça, c'est potentiellement beaucoup d'intérêt. Je vais aller très très vite sur les cas cliniques, juste en vous disant qu'on voit sur le signal Doppler une différence très très marquée entre un œil pathologique et l'œil de référence. Ici, en l'occurrence, on est sur un glaucome à forte pression, juste avant et juste après chirurgie filtrante. Et donc on voit tout de suite un signal Doppler qui change du tout au tout en seulement 2 heures de temps, avant et après chirurgie. Un cas de sténose carotidienne à 100% sur l'œil droit représenté à gauche, l'œil de contrôle. Un cas d'occlusion rétinienne à 1 mois d'intervalle avec une reperfusion avec des shunts veineux. Et un cas de vascularite
Donc voilà les Dopplers typiques qu'on va observer chez les patients. Un tout dernier mot pour parler d'une innovation très très récente. Et là, je vais insister sur le fait que cette imagerie est guidée par finalement les besoins des médecins qui viennent en continu demander des choses précises. Et donc, les innovations de cette imagerie sont générées à la demande des médecins. Et donc, en l'occurrence, avec le besoin de voir sur des champs plus grands, on a réalisé un système qui permet de diffuser la lumière en entrée et donc, en étant en accord avec les normes d'illumination dans le proche infrarouge, on a augmenté le champ latéral de visualisation des images. Et donc, aujourd'hui, on est en capacité de faire des images grand champ en quelques secondes en réalité. Donc, ce qui reste des conditions très très acceptables pour le patient. Voilà, moi j'ai terminé. Merci. Merci Michael. Donc, je vais terminer cette session scientifique en disant quelques rapides mots sur le protocole TALADME, donc plutôt le contexte général. Est-ce que je peux avoir mes diapositives, s'il vous plaît ? Contexte général autour de la recherche sur le diabète. Voilà, merci. Donc, voilà typiquement le problème qui était sans solution il y a encore quelques années. Le time-lapse, encore une fois, cette expression-là revient souvent, mais c'est notre péché mignon à tous dans l'équipe. C'est à superposer et recaler des images pour faire un film de l'évolution. Là, vous avez l'image d'un œdème de la rétine chez un patient qui a une occlusion veineuse suivi sur plusieurs mois et avec des injections itératives, et on ne comprenait pas la cause de cette récidive. Et on faisait des examens à l'époque classiques comme une angiographie à la fluorescéine qui n'apporte pas tellement d'informations, ça ne nous dit pas ce qui se passe. Et il se trouve qu'un stagiaire un jour, c'était Séverin Bonny pour ceux qui l'ont connu, a vu ce patient avec moi en consultation. On a fait l'angiographie à la fluorescéine que vous voyez là, et sans qu'on puisse en savoir, comprendre quelle était la cause de cet œdème énorme. Alors quand vous voyez ces taches jaunes, ça veut dire qu'il y a un œdème sur toute la zone de la rétine ici, dont on ne peut pas cerner l'origine très clairement en faisant l'angiographie. Alors c'est surexposé malheureusement, mais bon, il n'y avait rien qui pouvait expliquer vraiment l'origine de ce problème. Et il a suggéré tout simplement de faire une angiographie avec un autre colorant qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser pour cette maladie, qui est le vert d'indocyanine. Et là, au miracle, on voit quelque chose apparaître, une lésion bien isolée, qui était sans doute la cause de l'ensemble de l'œdème qui diffusait à partir de ce point. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si je reviens sur le sujet dont je vous parlais au début, il avait effectivement là aussi ce petit point. Donc, ça nous a donné l'idée que ces œdèmes qui résistent au traitement sont peut-être liés à quelque chose qu'on a appelé un macroanévrisme. En pratique, on n'est pas les premiers à le décrire, mais on est les premiers à l'étudier de façon systématique. C'est cette petite lésion ici, visible en OCT. C'est donc un capillaire qui est passé d'un diamètre d'environ 5 microns à plus de 100, voire 200 microns. Et cet unique point peut être comme un robinet ouvert dans la rétine, c'est-à-dire qu'il y a un fluide qui passe dans la rétine et qui alimente ce décollement de rétine. Et on a donc ensuite commencé un programme extensif de caractérisation de ces lésions. Et la chose intéressante, évidemment, c'est qu'on peut traiter ces patients. Et voici l'exemple, toujours le premier cas que j'ai vu avec Séverin. On lui a appliqué un point de laser exactement là qui a été identifié par l'angiographie. Et vous voyez la disparition des exsudats et l'épaisseur de la rétine, passant de là à là, sans aucun autre traitement. Ça nous a encouragé, bien sûr, à continuer. On a fait d'autres cas pour prouver qu'effectivement, c'était une bonne méthode pour guider le laser et ainsi pouvoir faire des améliorations visuelles, obtenir des améliorations visuelles significatives au cours des occlusions veineuses, mais également, et là, c'est la première patiente diabétique qu'on a identifiée et traitée, et avec un résultat là encore spectaculaire. Elle résistait aux injections, c'était dans les 2 yeux en plus, et là, avec 3 impacts de laser, on a pu régler son problème. Je simplifie, bien entendu. Et avec les développements technologiques du laser, on peut maintenant faire des lasers beaucoup plus précis. Et donc, c'est une excellente indication du laser Navilas dont nous disposons maintenant depuis 1 ou 2 ans. Donc, ce type d'approche n'était pas recommandé par les
conférences de consensus, ce laser ciblé. Donc on s'est mis à faire une recherche un peu plus approfondie dans ce domaine et à progresser pas à pas dans l'identification, la caractérisation et le traitement de ces lésions. Donc 2007, première détection chez un patient porteur d'occlusion veineuse, peu après la première détection chez un patient diabétique. Nous avons donc publié nos résultats en 2010, montrant que l'ICG était une bonne méthode pour les détecter. Quelques années plus tard, on rapporte nos premiers cas de patients traités par laser. Et en 2017, on a rapporté ça dans une population de diabétiques en creusant un peu plus la sémiologie jusqu'à proposer un nouveau terme, les TELCAPS, qui est un terme qui était pour téléangiectasie capillaire, terme qui est maintenant accepté de plus en plus utilisé, en tout cas dans la communauté européenne au moins. Les États-Unis résistent encore un peu, mais bon, je ne doute pas qu'ils vont aussi adopter ce terme. Et nous avons parallèlement demandé des financements, et c'est la démarche que mentionnait Philippe Chaumet-Riffaut au début de la journée. Nous avons donc à partir de là demandé un financement PHRC pour faire une étude randomisée dans les règles de l'art permettant de vérifier son efficacité et surtout et en plus l'efficacité, on n'en doutait pas tellement, c'est plutôt mesurer cette efficacité en termes en particulier socio-économiques, c'est-à-dire est-ce que ça permet de faire moins d'injections intravitréennes par rapport au traitement classique consistant à faire des injections sans laser. Voilà, donc je vais passer un peu sur les aspects purement ophtalmologiques pour ici décrire plutôt ce qui concerne l'aspect translationnel, c'est-à-dire en quoi la recherche peut nous aider à comprendre ce qui se passe chez ces patients. Et c'est le cas de cette patiente qui est décédée d'autre chose et qui a légué ses yeux à la science. Malheureusement, ça ne part pas en arrière, c'est pas très grave. Donc on a récupéré ses yeux et il se trouve qu'elle avait eu une occlusion veineuse ancienne. Alors voilà, on verra mieux comme ça. Donc ça, c'est l'œil photographié post-mortem. On va s'intéresser à cette zone-là qui présentait donc une occlusion veineuse. Et voilà, par des techniques similaires à ce qu'a développé, ce qu'a montré Isé, on peut analyser les vaisseaux par immunohistochimie. On va se concentrer plus précisément sur une zone qui est celle-ci. Et surtout, là, vous avez la fovea. Et à côté de la fovea, un TELCAP. On a eu la chance, donc par hasard, de tomber sur un TELCAP. Donc on a pu l'analyser et montrer que sa paroi était composée essentiellement de collagène, ce qui est assez curieux parce qu'il y a beaucoup de protéines, beaucoup de collagène et pourtant très peu de cellules à l'intérieur du vaisseau pour synthétiser ce même collagène. Donc il y a un mystère d'où vient ce collagène. On travaille sur la question en ce moment même. Et donc ensuite, voilà, ça je passerai là-dessus. Voilà. Pardon, la dernière, j'ai loupé la... Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Merci. Et donc actuellement, on mène une étude clinique multicentrique, en particulier avec l'aide de Bénédicte Dupas, avec une dizaine de centres en France. Nous espérons inclure 270 patients. À ce jour, nous avons 135 patients, mais on va faire une analyse intermédiaire en espérant que les résultats seront déjà positifs. Et beaucoup de praticiens du TEC-15-20 participent et je les remercie de nous adresser les patients candidats. Et j'espère pouvoir avoir les premiers résultats d'ici 18 mois. Merci de votre attention.